Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour l'article 28 sur le sous-traitant du RGPD. En même temps, je t'avoue, ça fait 3 fois que je fais cette intro de vidéo, donc on va rester avec ça. Toi et moi, on va parler de la sous-traitance en cascade, comme tu le vois, voilà, avec ma tête qui le cache. On va parler du point 4 à 10 pour finir cet article 28. Et du coup, le point 4 porte sur la sous-traitance en cascade. Je vais réduire ma bouille, zoomer, et on va y aller gaiement dans la joie et dans la bonne humeur. Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable de traitement, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable de traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3. Tu te souviens? Paragraphe 3, vidéo précédente, partie 2, on disait que on expliquait le contenu que doit contenir un contrat entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et donc, en gros, cette longue phrase, pour l'instant démentielle, qui explique que ce contrat-là, ce contenu de contrat ou de clause, entre le responsable de traitement et le sous-traitant, sont imposés à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. En gros, phrase compliquée, qui veut simplement dire que les obligations qu'on a entre le responsable de traitement et le sous-traitant, ces mêmes obligations sont reportées à la charge du sous-traitant, merci Inès, parce que lui-même doit présenter des garanties suffisantes de protection des données à caractère personnel qui lui sont confiées par le sous-traitant. Ok, je pense que c'est clair. L'inconvénient de faire des vidéos YouTube et pas des lives, c'est que je parle à ma caméra. Donc j'ose espérer que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, répondez-moi dans les commentaires et je pourrais espérer éclairer le sujet si c'est pas le cas. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable, et oui, devant le responsable de traitement, de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations. Et oui, au même titre que le responsable de traitement est responsable devant le salarié, le client, de l'utilisation dont fera le sous-traitant de sa donnée à caractère personnel. Ouais, j'étais encore avec moi? Eh ben, le sous-traitant est responsable devant le responsable de traitement des actions de son propre sous-traitant. Alors là, pour le coup, j'ai aucune idée de comment tu vas vivre avec cette information. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Le point 5, l'application par un sous-traitant d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40, on verra plus tard l'article 40, ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42, évidemment on verra plus tard, peut servir d'élément pour démontrer l'existence de garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article. Donc en fait, tu te souviens qu'on avait dit que le code de conduite, comme les mécanismes de certification, c'est un mécanisme qui permet de centraliser dans un doc toutes les mesures techniques et organisationnelles que tu fais pour assurer la protection de la donnée personnelle qu'on confie. Et effectivement, si ton sous-traitant, il a un code de conduite qui l'oblige lui-même à son sous-traitant d'appliquer, bon ben a priori, on va vérifier quand même, mais on peut faire confiance. Donc ça voilà, c'est tout bête, mais ça permet de rapidement estimer en quelle mesure on peut avoir confiance ou pas en son sous-traitant et en quelle mesure on peut avoir confiance au sous-traitant du sous-traitant. J'espère tellement que c'est clair pour toi. Faudrait peut-être que je le fasse en live, ça, pour le coup, la prochaine fois. Ça vaut peut-être le coup de le faire en live. Paragraphe 6. Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable de traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'acte juridique visé au paragraphe 3 et 4 du présent article peut être fondé en tout ou partie sur les clauses contractuelles type visées au paragraphe 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification délivrée au responsable de traitement ou au sous-traitant
En vertu des articles 42 et 43. Ouais, je pense que là, pour le coup, un live, ça aurait été vachement plus simple pour toi, j'ai l'impression. Vraiment. Je pense que cet article-là, très sincèrement, il va falloir que tu le relises avec ta propre vitesse de lecture et ta propre temporalité de compréhension, parce qu'il est clair en soi, mais il faut juste effectivement prendre le temps d'aller revoir les paragraphes 3 et 4 si tu les as pas en tête. Il faudra prendre le temps d'aller voir les articles 42 et 43 également. Et effectivement, là, on est au paragraphe 6. On part de paragraphes 7 et 8 qu'on n'a pas encore vus, donc c'est normal que là, tout de suite, ça soit pas clair, donc on va simplement continuer et tu reprendras ton propre temps de lecture et ta propre vitesse de compréhension pour absorber le contenu de ce paragraphe 6. La commission peut établir des clauses contractuelles pour les questions visées au paragraphe 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2. Ce paragraphe 7, en l'état de par rapport au fait que le but de cette série vidéo YouTube, c'est dédramatiser le sujet et pas te transformer en méga expert du RGPD, tu n'as pas forcément besoin d'aller, sauf si la curiosité te pousse, hein, bien sûr, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'aller tryhard sur ce paragraphe 7. Paragraphe 8. Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles type pour les questions visées au paragraphe 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63. Pareil, pas besoin de travailler sur celui-là. Paragraphe 9. Le contrat ou l'acte juridique visé au paragraphe 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique. Donc là, on dit juste que le contrat entre ton responsable de traitement et ton sous-traitant se présente sous une forme écrite. Simplement, à mon avis, une question de preuve, parce que c'est plus facile. Paragraphe 10. Sans préjudice des articles 82, 83 et 84. Bah attends, on va regarder 82, 83, 84, parce que moi à l'époque je les connaissais, mais tu penses bien que depuis. Donc article 82, c'est le droit à la réparation et la responsabilité. L'article 83, c'est les conditions générales pour imposer des amendes administratives. Et l'article 84, il porte sur les sanctions. Donc, sans préjudice des articles parlant, merci Inès, du droit à la réparation, de la responsabilité, des conditions générales pour imposer des amendes administratives et des sanctions, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable de traitement pour ce qui concerne ce traitement. Ce qu'on essaie de dire là, c'est que dans ce paragraphe 10, si à un moment donné, le sous-traitant définit, en fait, fait le rôle du responsable de traitement de définir comment on va utiliser la donnée personnelle, si le sous-traitant fait ce job-là du responsable de traitement, en fait, au lieu d'être sanctionné comme le prévoient les articles 82, 83, 84, il va simplement être requalifié en tant que responsable du traitement et pas simple sous-traitant exécutant de l'utilisation de la donnée personnelle qui a été confiée. Donc ça veut dire que si tu fais le job du responsable de traitement, alors que tu es censé être un sous-traitant, donc un exécutant, bah tu récupères la responsabilité et la qualification du responsable de traitement. Et voilà. Et en plus, du coup, tu peux être sanctionné au titre des articles 82, 83, 84. Mais en tout cas, si tu as voulu faire le job du responsable de traitement, bah, tu récupères la responsabilité qui lui incombe. J'espère du fond du cœur que tu vas pouvoir ouais, voilà, prendre du recul, te reconcentrer sur ces paragraphes-là. Ils sont vraiment pas compliqués en soi, mais c'est vrai qu'il faut avoir bien le contenu en tête, bien se rappeler que le paragraphe 3 de cet article, bah, c'est toute la partie 2 de la vidéo où on explique le détail du contrat ou de la clause entre un responsable de traitement et un sous-traitant. Bien se rappeler que le paragraphe 4, c'est la sous-traitance en cascade, quand tout sous-traitant veut lui-même sous-traiter, bah, comment ça s'organise, quelles sont les exigences qui lui sont imposées, qu'est-ce qu'on attend de lui. Enfin, fondamentalement, il est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'effectivement, faut bien être concentré et avoir les informations en tête pour lire, pour donner du sens aux paragraphes. Et effectivement, les paragraphes, à mon avis, si tu veux pas devenir un expert RGPD ou si tu veux non plus, si tu veux juste comprendre et que tu veux pas non plus aller en profondeur sur le sujet, je pense que effectivement pour toi les paragraphes 6, 7, 8, t'as pas besoin de les tryhard, c'est vraiment pas.
c'est vraiment pas ce qui va être important pour toi. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle est claire. S'il te plaît, comme tu l'as compris, moi je parle à une caméra, donc si jamais ce n'est pas clair pour toi mon explication, écris-moi en commentaire. Je ferai du mieux que je peux pour te répondre et écrire un nouveau contenu ou une nouvelle approche pour que ce soit plus clair pour toi. Moi, en attendant, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite et puis bye bye.